Après 2 jours de conclave dans le plus grand secret, le nouveau pape a été élu. Il succède ainsi à François, décédé récemment. Mais qui est Robert Francis Prévost, alias Léon XIV, censé présider à la destinée de l'Église catholique universelle? Son parcours à suivre dans ce journal. Plusieurs cas d'assassinat et d'exécution sommaire signalés dans l'est du pays, occupé en grande partie par l'armée rwandaise. Le gouvernement de la République qui fait cette révélation a recensé également des cas de torture corporelle et des viols dans le territoire de Nyiragongo. Dans le monde, la Russie a marqué vendredi le 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale avec un défilé militaire d'envergure sur la place rouge. Les détails dans ce journal. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Il a fallu attendre 2 jours à peu près pour connaître le nom du successeur du pape François à l'issue d'un conclave rempli de suspense. La fumée blanche tant attendue est sortie de la cheminée installée au-dessus de la chapelle Sixtine, une fumée synonyme de l'élection du nouveau pape, l'américain Robert Francis Prévost, qui a pris le nom de Léon XIV. Mais qui est-il exactement? Son portrait dans cet élément signé Héritier Ntamboa. C'est une élection rapide en seulement 4 tours de scrutin. Elle laisse entendre qu'un consensus s'est très rapidement dégagé en faveur du 267e pape. Pour de nombreux catholiques dans le monde, ce choix est sans doute apparu comme une surprise. Robert Francis Prévost, désormais Léon XIV, américain mais des parents italiens et français, est né à Chicago en 1955. Il a été ordonné prêtre à l'âge de 27 ans en 1982. Ce dernier a poursuivi ses études à Rome où il obtiendra un doctorat en droit canonique. Sa carrière ecclésiastique s'est en grande partie construite en Amérique du Sud, notamment au Pérou, où il a été évêque de Chiclayo pendant plusieurs années. Selon les informations, Léon XIV est un homme d'écoute et de synthèse classé parmi les modérés et connaissant autant les terrains que les rouages du Vatican. Sa carrière dans l'Église est marquée par des rôles et des réalisations marquants. Après son ordination sacerdotale, en 1982, Prévost rejoint la mission augustinienne au Pérou en 1985 et sert comme chancelier de la prélature territoriale dès 1985 en 1986. À peine élu à la tête de l'Église catholique, les archives de Léon XIV ont surgi sur les réseaux sociaux, témoignant un chapitre peu connu de son parcours ecclésiastique. Plusieurs sources rappellent même qu'il a séjourné en République démocratique du Congo à Dongo et Isiro lorsqu'il était supérieur général de l'ordre des Saint-Augustins. Ce 267e souverain pontife est titulaire d'une licence de mathématiques, d'une maîtrise de théologie. Il a été proclamé cardinal par le pape François lors du consistoire du 30 septembre 2023 avec la diaconie de Sainte Monique. Maîtrisant l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français et le portugais, le nouveau pape est reconnu pour sa capacité à dialoguer avec des cultures diverses et à s'adapter aux réalités locales. Je l'ai dit au sommaire, à travers un communiqué officiel, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a dénoncé avec fermeté les exactions commises par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC sur le territoire de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais affirme que ces forces étrangères continuent de violer l'intégrité territoriale de la RDC par des actes barbares, assassinats, bombardements, torture, viol, pillage et destruction d'infrastructures publiques, en particulier dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. D'après ce communiqué, plus de 308 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, 124 cas de viol et plus de 315 cas de torture ont été enregistrés. Des centaines de jeunes, dont 35 récemment à Nyiragongo, ont été enrôlés de force, tandis que des arrestations arbitraires dans des conditions inhumaines se multiplient. La spoliation et la destruction de biens publics touchent au moins 11 sites dans le sud Kivu. Le ministère pointe également du doigt la mise en place d'une administration parallèle par les groupes rebelles, incluant la nomination illégale de chefs coutumiers et la transformation de structures coutumières en outils de contrôle. Le chef coutumier de Roussayo, Janvier Kabumba,
Bangoumia et son fils figurent parmi les victimes d'enlèvements perpétrés par les éléments du M23 AFC. En outre, le communiqué dénonce la militarisation accrue des lignes de front par les forces RDF M23 AFC et l'intensification de bombardements dans les zones peuplées de Lubero, Rutshuru, Massissi, Kalehe, Kabaré, Fizi et Walungu. Ces actes sont qualifiés de violations flagrantes du cessez-le-feu. Le pillage des ressources naturelles, notamment le minerai de Rubaya, est aussi mis en lumière. Le gouvernement cite une entreprise rwandaise, Delta 2 Construction SRL, enregistrée en 2008, comme étant impliquée dans l'exploitation illégale du site sous couvert de travaux de réhabilitation routière. Face à cette situation, le gouvernement congolais appelle à la communauté internationale à agir, rappelant que ces actes enfreignent la charité des Nations Unies, l'acte constructif de l'Union africaine, ainsi que la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le gouvernement affirme son engagement à documenter ces crimes pour que la justice soit faite. À la une également, à l'Assemblée nationale, la plénière d'hier jeudi a été consacrée aux travaux de contrôle parlementaire à travers les traitements des 2 questions orales avec débat adressées à 2 membres du gouvernement, notamment le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba, et les ministres de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou Panzou. Ces membres du gouvernement ont répondu aux préoccupations des élus, notamment sur les constructions anarchiques à la suite des récents événements tragiques survenus dans la capitale après les passages des pluies diluviennes. Avec ce début de contrôle parlementaire, les députés nationaux attendent respecter au pied de la lettre l'esprit de l'article 100, alinéa 2 de la Constitution de la République qui reconnaît aux parlementaires le pouvoir de non seulement voter les lois, mais aussi celui de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics. Face à la représentation nationale, le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, venu répondre à la question orale avec débat lui adressée par le député national Freddy Bonzeke au sujet du taux de couverture, de la gratuité des accouchements et des soins aux nouveau-nés par province sanitaire et par zone de santé. Dans sa réponse, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a affirmé que cette politique de la gratuité de la maternité est une nécessité pour notre pays et cette nécessité peut être résolue dans nos structures de soins. Des révélations qui, à en croire les élus nationaux, ne correspondent nullement avec la réalité sur le terrain qui reste déplorable et insoutenable. La deuxième et seconde question orale avec débat est celle du député national Émile Soumaïli adressée au ministre de l'Urbanisme et Habitat sur la gestion du secteur de l'urbanisme en République démocratique du Congo en général et principalement dans la ville de Kinshasa. Au regard des événements tragiques vécus il y a peu dans la capitale quinoise lors des récentes intempéries qui ont occasionné des dégâts matériels et des pertes en vies humaines, l'auteur veut comprendre la gestion des infrastructures urbaines des quartiers sujets aux intempéries. Dans sa réponse, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou, a tout d'abord assuré l'auguste assemblée que le gouvernement prenait très au sérieux la question de la gestion du secteur de l'urbanisme en RDC. Il a par la suite expliqué la récurrence des inondations à Kinshasa par l'ancrage de certains facteurs dans le développement urbain de cette ville. Le contrôle parlementaire, clé de voûte pour un État fonctionnel, les députés nationaux s'y sont attelés avec sérieux au cours de cette séance plénière. S'interrogeant et interrogeant les ministres, les élus du peuple ont parlé au nom de leur base, évoquant des problèmes réels et essentiels. Des préoccupations ont été éclairées par les ministres de la Santé et celui de l'Urbanisme et Habitat. En conclusion, après les réponses de l'exécutif national, Freddy Bonzeke, député national et auteur de la question adressée au ministre de la Santé, tout en les félicitant pour sa sincérité, a formulé 2 recommandations à son intention. De son côté, l'élu des Chabunda, Émile Soumaïli, auteur de la question orale avec débat adressée à Crispin Mbadou, lui aussi adresse des recommandations tout en mettant l'emphase sur le recensement des victimes des démolitions des maisons anarchiques. Restons toujours à l'Assemblée nationale où le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présenté aux élus 3 ordonnances, lois et un projet de loi stratégique. Tous ont été adoptés par les députés nationaux au cours de la plénière. Lors de cette plénière, justement, le ministre des Finances a aussi apporté des précisions concernant le prétendu retard dans le paiement des émoluments des députés nationaux. À ce stade, aucun retard n'est enregistré, a-t-il affirmé devant les élus.
Le ministre des Finances Doudou Fwamba a présenté devant l'Assemblée nationale 3 ordonnances-lois, un projet de loi stratégique. Tous ont été adoptés par les députés nationaux au cours de la plénière. Les 3 ordonnances-lois promulguées par le président Félix Tshisekedi en mars dernier découlent de l'habilitation accordée au gouvernement pour contracter des accords des prêts pendant les vacances parlementaires. 2 de ces accords sont liés au programme régional d'appui au développement des infrastructures et des valorisations des ressources en eau transfrontalières, conclus entre la RDC et la République centrafricaine, dotés des financements respectifs de 30 millions de dollars et 16,6 millions de dollars. Ce programme prévoit la construction de la réhabilitation d'infrastructures d'eau potable dans le nord Ubangui, le sud Ubangui et la Mongala. Le 3e accord signé avec un consortium de banques commerciales opérant à RDC porte sur un financement de 469 millions de dollars destiné à apurer les dettes dues aux sociétés pétrolières résultant du gel des prix du carburant instauré en 2009. Une opération nécessaire pour prévenir toute crise d'approvisionnement en produits pétroliers. Enfin, le projet de loi adopté modifie la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 relative à la lutte contre les blanchiments des capitaux, les financements du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le texte renforce l'arsenal juridique congolais, répond aux recommandations du GAFI et vise à sortir la RDC de la surveillance renforcée pour intégrer pleinement les réseaux Edmond. Pour le ministre Doudou Fwamba, cette réforme est essentielle pour assurer la stabilité financière, accroître la transparence et restaurer la confiance des partenaires internationaux. Autre chose à présent, 8 mai, le monde célèbre la Journée mondiale de la Croix, une façon de rendre hommage aux volontaires qui travaillent chaque jour sans relâche. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a salué les efforts consentis des milliers des personnes qui se donnent au volontariat et a saisi l'occasion pour réconforter les sinistrés dans différents hôpitaux de la place. Plus de détails dans ce reportage. Une journée marathon pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. C'est 8 mai 2025. L'humanité célèbre la journée mondiale de la Croix-Rouge. La patronne de l'action sociale a débuté sa journée au Palais du Peuple. Elle est venue honorer et encourager des milliers de volontaires qui œuvrent sans relâche pour alléger les souffrances humaines à travers le monde, en qualité d'invité d'honneur. Et je suis là au nom de la Solidarité nationale pour encourager la Croix-Rouge pour leur dévouement, leur abnégation, leur quotidien, qui sont toujours à côté des vulnérables, pour leur dévouement, pour leur engagement. Quand on voit tout ce qui se passe à Goma, à l'Est, ils sont toujours présents. Donc je tenais à les remercier d'abord, à les féliciter, à les encourager pour leur engagement, pour tout ce qu'ils font pour l'humanité. Aussitôt terminé avec la Croix-Rouge, Nathalie Aziza Mounana, au nom de la Solidarité nationale et de l'action humanitaire, s'est rendue dans différents hôpitaux où sont internés les sinistrés des inondations du 4 au 5 avril dernier. Elle est venue réaliser sa promesse tenue de les accompagner et les assister afin d'apporter du réconfort. Elle a été au centre de santé Vidiana de Lingwala et à l'hôpital général des références mère-enfant de Barumbu. Sur ces 2 sites, les vivres et non-vivres ont été remis aux malades sinistrés, au personnel et aux administratifs. Signe d'attachement et considération de Nathalie Aziza Mounana, au personnel soignant et aux malades, motif de satisfaction pour ce geste social posé. Ce n'est pas la première fois que son Excellence vient nous rendre visite et ça fait 1 mois qu'elle est passée ici. Elle a promis et aujourd'hui elle a concrétisé tout ça. Elle est allée au-delà de ce qu'elle a promis. Et moi, ça fait plus de 17 ans que je suis ici. Je n'ai jamais vu de telles actions se concrétiser. Merci et que Dieu vous bénisse, Excellence. Depuis plusieurs années, Nathalie Aziza Mounana, femme humanitaire, a toujours accompagné et honoré les millions de cœurs brisés à travers le monde, qui ne cessent de répandre l'amour, d'apporter du soulagement et de l'espoir là où cela est le plus nécessaire.
Poursuivons ce journal pendant ce temps. Sachez que sur instruction du président de la République, le vice-premier ministre à la fonction publique Jean-Pierre Liaou a signé les arrêtés portant admission sous statut des agents recrutés au secrétariat général, les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en République démocratique du Congo. C'est dans le but d'améliorer les conditions de vie de ces personnes vulnérables qui se retrouvent parfois stigmatisées par la société. Les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de la République démocratique du Congo ainsi que leurs familles sont en liesse. 2000 arrêtés portant admission sous statut des agents recrutés au secrétariat général des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en République démocratique du Congo ont été signés lors d'une cérémonie jeudi soir à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique en présence de la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Pour le VPM Jean-Pierre Liaou, ces jours marquent un tournant décisif de l'histoire de l'administration publique de la République démocratique du Congo. Il ne s'agit donc pas d'une administration réservée aux seules personnes vivant avec handicap, je l'ai toujours rappelé, mais bien d'une administration comme toutes les autres, qui elles aussi peuvent accueillir dans leurs effectifs des personnes vivant avec handicap. Je l'avais dit et redit, notre politique, c'est celle d'agir pour que les personnes vivant avec handicap soient admises dans toutes les administrations et qu'il y ait des quotas qui leur soient réservés. Au nom de toutes les personnes bénéficiaires, la ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irénée Sambo Diata, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir pensé à cette catégorie de personnes. Aujourd'hui, je disais, nous sommes en train de matérialiser sa vision novatrice dans le domaine de l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Dire merci à son Excellence, Madame la chef de notre gouvernement, Madame Judith Suminwa-Toulouka, qui par son accompagnement ne cesse de nous pousser à pouvoir matérialiser effectivement la vision de son Excellence. Dire merci à votre Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour tout ce que vous avez dit faire pour que nous puissions arriver au bout de la République. Ici est de signaler que c'est sur instruction du président de la République que le VPM à la fonction publique a signé ces arrêtés, question d'améliorer les conditions de vie et ces personnes vulnérables qui s'y trouvent parfois stigmatisées par la société. Les organisations de la société civile appuyées techniquement par Democracy Reporting International ont solennellement présenté les plaidoyers pour les réformes électorales et institutionnelles le jeudi 8 mai 2025 après les derniers scrutins généraux en RDC. Détails dans ce reportage. Il s'agit d'un rapport de 18 pages compilant une série de recommandations de la société civile pour les réformes institutionnelles et électorales en lien avec les élections générales du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Le présent Vadmekoum est le fruit d'un travail de concertation et de rapprochement de plusieurs analyses expertes de la société civile électorale réunies au sein de la coalition pour les réformes électorales au Congo-CREC. Il veut être une contribution aux efforts des Congolaises et des Congolais qui considèrent que les élections peuvent être mieux organisés dans le pays. Les documents consensuels de ces rapprochements a servi de base de travail pour une consultation plus large avec les principales autres missions d'observation électorale qui ont publié des rapports à l'issue des élections du 20 décembre 2023. Présent lors de cette cérémonie, Didi Manara, deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, a exprimé sa satisfaction concernant ces initiatives prises par ces organisations. Je tiens tout d'abord à exprimer au nom de son Excellence, Monsieur le Président de l'État, notre profonde gratitude à l'organisateur pour cette initiative pertinente qui s'inscrit dans une dynamique inclusive de réflexion, d'échange et de consolidation démocratique dans notre pays, la République démocratique. S'en est suivi la remise officielle de ce document aux délégués de la CENI par les organisations de la société civile. Ce document a été élaboré par le collectif d'experts des organisations de la société civile, partenaire à Democracy Reporting International, à travers le projet PACONEC et les autres parties prenantes de la société civile.
En société à Kinshasa, les réseaux sociaux font partie intégrante du quotidien des jeunes, entre sources d'information, tremplin pour les talents, outils de business ou vitrines de mode de vie. Ces plateformes jouent un rôle puissant. Mais derrière les filtres et les likes se cachent aussi des réalités moins reluisantes. Pression sociale, comparaison toxique, fausses identités et cyberharcèlement. Alors, pour la jeunesse quinoise, les réseaux sociaux sont-ils un levier de développement ou une source d'illusion ou de mal-être? Élément de réponse dans ce dossier. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les jeunes sont plus que jamais connectés sur TikTok, Instagram, WhatsApp, Snapchat. Cela rythme leur quotidien. Pour beaucoup, ces plateformes sont devenues des outils incontournables pour s'exprimer, apprendre, faire du business ou simplement rester à la mode. Mais derrière cette fascination numérique, une question demeure. Ces réseaux sociaux sont-ils des moteurs d'opportunités ou bien des pièges silencieux? Des milliers de jeunes quinois utilisent les réseaux sociaux comme tremplin pour se faire connaître, lancer une activité ou valoriser leurs compétences. Pour certains, c'est aussi un espace de liberté d'expression, surtout dans une société où la jeunesse peine à faire entendre sa voix. Mais l'autre face du miroir est bien plus sombre. Entre les filtres embellissants, les corps idéalisés et les modes de vie surjoués, de nombreux jeunes développent des complexes, un sentiment d'échec ou une fausse image de la réalité. Mais moi, personnellement, je prends beaucoup plus du côté positif. Parce que les réseaux sociaux, non seulement ça nous divertit, mais ça nous enseigne. Oui, monsieur, c'est un couteau à double tranchant. C'est juste qu'il faut savoir comment l'utiliser comme toute chose. Il ne faut pas en abuser. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Troubles de l'estime de soi, addiction au like, pression du paraître, isolement ou cyberharcèlement sont de plus en plus fréquents. Les réseaux sociaux est une arme à double tranchant. Tout dépend de celui qui l'utilise et puis comment et pourquoi. Je pense que c'est un peu comme les portes du paradis et de l'enfer. Le problème, ce n'est pas l'outil en soi, mais la manière dont il est utilisé et le manque d'éducation numérique. Face à ces dérives, rares sont les campagnes de sensibilisation ou les structures d'accompagnement pour aider des jeunes à avoir un usage sain et équilibré des réseaux sociaux. Ce 9 mai 2025, la Russie célèbre avec faste le 80e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie. Sur la place rouge, Vladimir Poutine a orchestré une démonstration de force militaire et diplomatique sous les regards des chefs d'État venus de tous les horizons du monde, au cœur d'une Europe divisée, d'une guerre qui s'enlise en Ukraine et d'un ordre mondial en récomposition. Ce défilé prend des accents bien plus politiques que commémoratifs. En ce 9 mai, la place rouge se transforme en théâtre d'un spectacle militaire soigneusement chorégraphié où se mêlent nostalgie impériale et affirmation géopolitique. Le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la Russie célèbre comme le jour de la victoire, dépasse le cadre historique pour devenir une vitrine des puissances. Autour de Vladimir Poutine, plus de 25 chefs d'État et de gouvernement, dont Xi Jinping, Lula, Robert Fico ou encore Denis Sassou Nguesso et le capitaine Ibrahim Traoré, témoignent de la volonté du Kremlin de rallier un bloc anti-occidental hétéroclite mais stratégique. Alors que le char russe défile devant les caméras du monde, l'absence criante des dirigeants de la grande démocratie libérale en dit long. Si l'Europe de l'Ouest commémore la fin de la guerre mondiale, le 8 mai, Moscou persiste à célébrer le 9, conformément au récit soviétique instauré par Staline, réaffirmant une version russe de l'histoire. Ce décalage symbolique est aujourd'hui lourd de sens. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. À Kiev, le président Zelensky dénonce une opération de communication servant à détourner l'attention des combats toujours en cours. Malgré la trêve de 3 jours décrétée par Poutine
dont les deux chefs d'État s'accusent mutuellement de violer. Ce défilé massif, où 13 nations, dont la Chine, font défiler leurs troupes, marque aussi la volonté de la Russie à se repositionner comme pilier d'un nouvel ordre mondial, en accueillant des dirigeants africains et sud-américains, tout en renforçant ce lien militaire avec Pékin. Moscou veut démontrer que sa diplomatie reste active, qu'elle peut construire de partenariats durables hors du cadre atlantique. Et puis pour terminer, le Parlement ukrainien a ratifié un traité crucial avec les États-Unis concernant l'exploitation de ses ressources naturelles, y compris le gaz, le pétrole et divers minéraux. Cela se produit alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie dure depuis plus de 3 ans. Ce texte a été approuvé par 338 députés ukrainiens, alors qu'au moins 226 votes étaient nécessaires pour son adoption. Bien que cet arrangement ne garantisse pas directement la sécurité de l'Ukraine, la ministre de l'économie ukrainienne a précisé qu'il démontre que les États-Unis désirent sauvegarder leurs intérêts et leur collaboration avec l'Ukraine. D'après elle, cela pourrait également faciliter un prochain soutien militaire à l'Ukraine de la part des États-Unis d'Amérique. Un autre aspect crucial, l'accord ne considère pas l'assistance fournie par l'ancien président américain Joe Biden comme une obligation financière à rembourser par l'Ukraine. Au contraire, il n'est fait mention que des nouvelles mises de fonds. C'est qu'a salué la ministre en affirmant l'importance de réaliser ces investissements directement en Ukraine. Selon Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, cet accord marque un nouveau chapitre dans les liens unissant son pays aux États-Unis. Il a souligné que c'est un excellent fondement pour renforcer la sécurité et la collaboration économique entre ces deux pays. Notons que cette négociation a été complexe et a engendré des frictions entre les deux nations, y compris une altercation notable qui s'est déroulée au bureau ovale de la Maison-Blanche à la fin de février. On va prendre les rappels des titres à présent. Après 2 jours de conclave, dans le plus grand secret, le nouveau pape a été élu. Il succède ainsi à François, décédé récemment. Mais qui est Robert Francis Prévost, alias Léon XIV, censé présider à la destinée de l'Église catholique universelle? Vous avez suivi son parcours dans ce journal. Plusieurs cas d'assassinat et d'exécution sommaire signalés dans l'est du pays, occupé en grande partie par l'armée rwandaise. Le gouvernement de la République qui fait cette révélation a recensé également des cas de torture corporelle et des viols dans le territoire de Nyiragongo. Dans le monde, la Russie a marqué vendredi le 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale avec un défilé militaire d'envergure sur la place Rouge. Vous avez suivi les détails dans cette édition du journal. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Nathan Diamouité qui va me rejoindre sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, merci. Bonjour également à tous nos téléspectateurs de partout. Alors, 2 sujets choisis par vous. D'abord, Boukengalonzo, le débat entre institutions refait surface. Exactement, Christian Kalonji, le procès Matata Pogno. Caméré, le coup de la crise institutionnelle. Tel est le titre principal du journal Le Maximum, Christian, à 6 jours de la décision dans l'affaire Boukengalonzo, prévue pour le 14 mai. Le conflit continue entre l'Assemblée nationale, qui réclame que les immunités de Matata Pogno soient honorées, et la Cour constitutionnelle, qui maintient que les poursuites contre l'ex-premier ministre ont déjà été initié lors de son élection au poste du député national lors de la dernière audience qui a eu lieu sans présence du mis en cause, souligne le tabloïd. L'accusation a demandé une peine de 20 ans de servitude pénale à l'encontre de l'ancien responsable du projet du parc agro-industriel. Sous les titres « Dossier humidité de Matata Pogno, Caméré et Kamuleta à couteau tiré ». Le journal
Congo Nouveau évoque que suite à une correspondance qui n'a pas contribué à éclaircir la procédure judiciaire actuelle, sans demander la rénonciation aux privilèges de l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo, Vital Kamerhe a assuré qu'il rencontrerait le président de la Cour constitutionnelle pour obtenir davantage d'éclaircissements sur cette affaire. Christian, le journal Econews annonce de son côté une dernière rencontre entre Kamerhe et Kamuleta avant le jugement du 14 mai prochain. Ces dossiers se terminent avec le journal La Tempête des Tropiques qui, de son côté, dénonce le manque de préoccupations des politiciens concernant le fonds perdu, en observant justement les réactions et échanges autour du dossier Bukanga-Lonzo en cours de délibération. On perçoit une légère inquiétude chez certains politiciens concernant les détournements de la modeste somme de 280 millions de dollars américains. Il semble que tout le monde ne se soucie pas de ces millions disparus en fumeux à cause de certains politiciens. Et puis Nathan, c'était un événement suivi de près dans le monde entier. L'Église catholique a enfin un nouveau pape, Léon XIV. En effet, Christian Kalangi, il est important de noter tout d'abord qu'il y a eu 2 occurrences de fumée noire avant l'apparition de la fumée blanche hier, enfin d'après-midi. On commence avec l'hebdomadaire en ligne wise.cd qui annonce rapidement sur sa une Robert Francis Prévost, Léon XIV succède à François. C'est jeudi 8 mai 2025 marque les débuts d'une nouvelle époque pour l'Église universelle avec Robert Francis Prévost qui accède au trône papal en tant que 267e pape de l'histoire. Une élection saluée par les croyants et le reste du monde entier. Christian, ce média souligne l'importance de cette personnalité qui est maintenant à la une partout à travers le monde en rapportant justement que le nouveau pape est né à Chicago le 14 septembre 1959, jour de la fête de la Sainte Croix dans une famille aux origines françaises, italiennes et espagnoles, avant de rejoindre le noviciat chez le père Augustin en 1977. Il a étudié le mathématique et la philosophie à l'université de Villanova à Philadelphie. 4 ans après, il a fait ses vœux et a été ordonné prêtre à Rome en 1982. D'après Radio France Internationale.fr, le cardinal américain Robert Francis Prévost est élu pape Léon XIV, succédant ainsi à François qui est mort le 21 avril. Il s'agit du premier pontife venant des États-Unis. Et puis de son côté, le journal Le Phare intensifie la situation en rapportant que l'archevêque américain Robert Francis, à l'âge de 69 ans, il accède au rang de 267e pape de l'histoire, sans revendiquer comme un novateur. Léon XIV, selon Info 27, c'est par là que nous allons d'ailleurs chuter, représente une position d'équilibre alliant la fidélité à la dynamique réformatrice de son prédécesseur François et veillant à préserver l'harmonie d'une église confrontée à des tensions théologiques, culturelles et géopolitiques. Voilà qui me fait notre revue de presse de ce vendredi, Christian. Je remercie Nathan de votre présentation. C'est moi que vous remercie. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame et messieurs. Je remercie de l'avoir suivi partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.